Je m'appelle Été. J'ai 32 ans. Et il y a une scène qui ne quittera jamais ma mémoire, le jour où mon mari millionnaire m'a détruit au tribunal. Son avocat a brandi des documents comme s'ils constituaient la preuve d'un crime, affirmant que ma prétendue infertilité violait les dispositions de notre accord prénuptial. Devant des inconnus, des juges, des regards curieux, il m'a traité de stérile. Il répéta avec une froideur calculée, stérile. Il m'a accusé sans vergogne de l'avoir trompé, de l'avoir enfermé dans un mariage sans héritier. C'est mon histoire. Et je vous demande d'écouter la fin, car nous devons parler de ce qui se passe lorsqu'un conte de fées se transforme en cauchemar. 3 ans plus tôt, ma vie croisait celle d'un maître manipulateur. J'étais organisateur d'événements dans un hôtel-boutique de Manhattan lorsque Christian Morrison est apparu comme s'il sortait de la couverture d'un magazine. 6 pieds 8 pouces d'élégance, des mèches argentées aux tempes, des yeux bleus glacial et un sourire qui, j'en suis sûre, coûte plus que mon salaire annuel. Il est venu planifier le gala annuel de son entreprise. Et moi, naïf, j'étais chargée de répondre à chacun de ses caprices. Il faut que ce soit parfait, dit-il en se penchant en avant avec ce regard pénétrant. L'argent n'est pas un problème. La première d'une longue promesse creuse. En une semaine, mon petit appartement était rempli de bouquets. Il m'a emmené dans des restaurants où les serveurs le traitaient comme des rois et où le vin coûtait plus cher que mon loyer. Lorsqu'il s'agenouillait sur sa terrasse surplombant Central Park, me glissant au doigt une bague qui pouvait m'acheter une île, je pensais avoir gagné dans la vie. Notre mariage était comme tout droit sorti d'un rêve, robe couture, planificateur de célébrités, liste d'invités Forbes. Sa mère, Elena, est arrivée de Californie couverte de diamants qui rendraient Tiffany jalouse. Son partenaire, Marcus, l'a salué comme l'exemple ultime de loyauté et de réussite. Moi, aveugle de bonheur, je me sentais comme une Cendrillon moderne. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que les contes de fées ne racontent pas ce qui se passe lorsque la magie prend fin et que le prince révèle son vrai visage. Le premier signe d'avertissement est apparu lors de notre lune de miel en Toscane. La villa surplombait d'immenses vignes et moi, rayonnante, j'osais rêver à haute voix, Christian, si on essayait d'avoir un bébé à notre retour? Son café se figea dans les airs. Le sourire, autrefois chaleureux, est devenu un masque fragile, comme si j'avais suggéré un péché. Quelle merveilleuse idée, mon amour, répondit-il trop doucement. Mais profitons-en juste tous les deux pour l'instant. Cela semblait raisonnable. Jusqu'à ce que, pour l'instant, se transforme en année. Sa version de « profiter de son mariage » signifiait 16 heures par jour au bureau pendant que moi, seule, je décorais notre pentouse et organisais des dîners pour ses contacts. Chaque fois qu'il évoquait les enfants, il inventait une nouvelle excuse, l'entreprise en expansion, le marché instable, le voyage de rêve Paris, Tokyo, n'importe quel endroit qui servait d'écran de fumée. Au cours de ces escapades, il est redevenu l'homme dont je suis tombée amoureuse. Il m'a tenu la main au Louvre, m'a embrassé au coucher du soleil sur le pont de Brooklyn, a rempli Instagram de photos filtrées avec des légendes sur sa « femme parfaite ». Les followers s'en ont bavé, #Casaldinveja, diez nove Mobube. Si seulement ils savaient ce que c'était dans les coulisses, où j'étais traitée comme un objet de luxe, admiré mais jamais touché. À la maison, la farce s'est effondrée. Christian s'enfermait dans son bureau ou passait des heures au gymnase. Notre chambre est devenue un musée, belle, silencieuse, intouchable. Lorsque j'ai essayé de me rapprocher, il s'est souvenu d'un email urgent, car, apparemment, le monde s'effondrerait s'il prenait 5 minutes pour me regarder dans les yeux. Je me suis convaincue, les hommes qui réussissent sont occupés. Les empires exigent des sacrifices. Mais nuit après nuit, le dos tourné, je savais, aucune de ces relations n'était normale. Pas du tout. Ma meilleure amie, Rachel, infirmière et la seule à avoir le courage de me confronter, a tout vu clairement. Summer, tu es épuisée, dit-elle en m'analysant comme un dossier médical lors d'un brunch. À quand remonte la dernière fois que vous avez réellement parlé? Nous parlons tout le temps, répondis-je automatiquement. Même moi, j'ai entendu le vide dans ma voix. Oui, nous avons échangé des mots. Mais dialoguer? À propos de quoi?
Votre entreprise? Mes listes d'invités? À quand remonte la dernière fois qu'il m'a demandé comment j'allais? J'ai ouvert la bouche, rien. Parce qu'elle avait raison. Je ne m'en souvenais pas. Christian avait perfectionné l'art du discours vide de sens, questions distraites tout en vérifiant son téléphone portable, compliments performatifs pour les réseaux sociaux et traitement de pur mépris lorsque les caméras s'éteignaient. Le déclic s'est produit lors de notre 2e anniversaire de mariage. J'ai tout prévu, votre restaurant préféré, le même vin que nous avons bu la nuit de noces, de la lingerie qui coûte l'équivalent d'un prêt automobile. Je voulais me sentir à nouveau proche de lui, sauver ce qui nous avait réunis. Christian arriva avec 3 heures de retard, desserrant sa cravate avec une indifférence pratiquée. Désolé, mon amour, dit-il sans même me regarder. Marcus et moi examinions les projections pour le trimestre. Vous savez à quel point le temps passe vite lorsqu'on parle de stratégie de croissance. Je restais là, immobile, ma robe collée à mon corps, mon maquillage impeccable et mon espoir mourant en silence. Chrétien, murmurai-je. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Pendant une seconde, ses yeux s'écarquillèrent, comme un animal acculé, avant de se remettre avec ce sourire exercé. Bien sûr que ça l'est. Quelle insouciance de ma part. Je vais prendre une douche rapide et nous commanderons quelque chose dans ce restaurant thaïlandais que vous aimez. Livraison. Le jour de notre anniversaire. Tandis que moi, habillée pour séduire, je réalisais que c'était la blague la plus chère de la ville. C'est cette nuit-là, alors qu'il se baignait comme si l'eau chaude pouvait effacer des années que quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pris ton téléphone portable. Je savais que c'était mal, mais le désespoir ne suit pas de règles. En me noyant, j'avais besoin d'air. Leur message était terriblement courant, discussion de travail avec Marcus, logistique avec l'assistant. Rien de scandaleux, pas de secret, pas de trahison évidente. Juste une vie numérique aussi stérile que notre mariage. Pourtant, quelque chose dans les échanges avec Marcus me dérangeait. Trop de familiarité, trop de complicité. Des plaisanteries intérieures, une harmonie qui avait depuis longtemps disparu entre nous. C'était comme lire une conversation entre 2 personnes qui aiment être ensemble, un concept qui, pour moi, n'existait plus. Vous connaissez ce dicton sur la curiosité? Pourquoi diable m'a-t-il épousé? La réponse est venue comme un coup, si évident que ça a fait mal, j'étais l'écran de fumée parfait. L'accessoire impeccable pour la vie qu'il voulait concevoir. Un faux mariage, une épouse décorative, une relation qui ne menacerait jamais ce qui comptait vraiment. J'étais son alibi social, la preuve qu'il était normal, qu'il suivait le scénario attendu. Pendant ce temps, Marcus était la vérité qu'il gardait dans les coulisses, l'amour qu'il n'aurait jamais besoin de justifier. Et moi? J'étais l'idiot qui avait cru chaque mot. Je suis revenue dans la chambre avec le même sourire affiché sur mon visage, mais tout avait changé. Chacun de leurs rires ressemblait à un couteau aiguisé. Chaque contact, chaque regard, chaque secret partagé entre eux était une confirmation de ce que je savais déjà, je n'ai jamais fait partie de cette intrigue. C'était une actrice de soutien dans une pièce qu'ils écrivaient depuis des années, sans jamais me donner le scénario complet. Ce soir-là, alors que les invités se disaient au revoir et que Christian disait au revoir à Marcus avec une de ses poignées de main qui durait trop longtemps, j'ai regardé. Pas en colère, ce serait facile. Mais avec une froideur qui m'a fait peur. Parce que, pour la première fois, je ne ressentais plus de douleur. Je me sentais stratégique. Christian s'est approché, passant un bras autour de ma taille avec la familiarité d'un homme qui pense avoir encore des droits sur moi. Tu es silencieux, commenta-t-il, comme si c'était un problème. Fatigué, répondis-je en posant ma tête sur son épaule, faisant semblant d'avoir la même affection que toujours. Mais nous parlerons demain. Il y a quelque chose que je dois te dire. Ses yeux brillaient d'une curiosité que je n'avais pas vue depuis des années. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? J'ai souri, doux, presque tendre. Rien qui ne puisse attendre. Et alors qu'il s'éloignait, distrait par la promesse d'une révélation qui n'arriverait jamais, je savais, la vengeance ne serait pas brillante. Il n'y aurait pas de cris, pas de porte qui claque, pas de scène de jalousie bon marché. Ce serait silencieux.
méthodique. Et lorsque Christian comprendra enfin le jeu, il sera trop tard pour en changer les règles. Parce qu'après tout, il m'a très bien appris à jouer. J'étais sur le point de montrer que l'élève avait surpassé le maître. Le mariage avait été une imposture depuis le début, et la réponse était là, cachée dans cette enveloppe en papier craft, la vasectomie dont il n'avait jamais parlé, le contrat de mariage que j'avais signé sans sourciller, éclipsé par les paillettes de l'argent et du charme, la promesse d'une famille qui n'existerait jamais. Tout est soigneusement planifié. Christian ne m'a pas épousée par amour. Il m'a choisi comme écran de fumée l'épouse parfaite à montrer lors de dîners et d'événements pendant que sa vraie vie se déroulait dans les coulisses, mêlée à celle de Marcus. Et quand notre mariage stérile s'effondrerait, le récit serait déjà prêt, le mari trahi par la biologie, la femme stérile, l'empire protégé par des clauses que j'ai moi-même, sans le savoir, contribué à bâtir. C'était en quelque sorte un chef-d'œuvre de manipulation. Froid. Calculé. Presque admirable, s'il n'avait pas été forgé pour me détruire. Presque. Ce mot pesait dans sa poitrine comme du plomb. Mais je n'étais plus disposée à être victime du scénario de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à chercher la vérité non pas par intuition, ni par paranoïa, mais avec la précision de quelqu'un qui sait que sa survie en dépend. J'ai arrêté de jouer au détective amateur. J'ai engagé un professionnel. Elle s'appelait Sarah Chen, une détective privée avec des années d'expérience dans la découverte des ombres les plus sombres des mariages. Sa réputation parlait d'elle-même, elle avait été témoin de toutes les formes de trahison que la ville avait à offrir. Je l'ai payée en silence, avec de l'argent provenant d'un compte que Christian ne connaissait pas, un modeste héritage de ma grand-mère, qui m'avait involontairement donné la seule arme qu'il ne pouvait pas contrôler. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un café discret du Queens, suffisamment loin de Manhattan pour que ni Christian ni Marcus ne se présentent au hasard. Sarah avait une quarantaine d'années, tranchante comme une lame, avec un regard qui en avait trop vu pour être surprise. Elle portait ce calme de quelqu'un qui sait que le monde est pire que ce que la plupart des gens imaginent, et j'enviais cela. « J'ai besoin de savoir si mon mari m'a trompée, dit-il doucement, ses doigts enroulés autour d'un café devenu froid depuis longtemps. Elle m'a étudié au-dessus de sa tasse, ses yeux calculateurs. La plupart des femmes viennent me voir lorsque leur instinct leur dit que quelque chose ne va pas. Que dis-tu? Que tout mon mariage était un acte. La réponse est sortie avec fermeté, sans hésitation. Je refuse de continuer à jouer le rôle de public. Sarah hocha lentement la tête, de cette manière qui vient de l'expérience et non de la pitié. C'était à la fois réconfortant et dévastateur, car cela confirmait ce que je savais déjà, mon histoire n'était pas originale. Mais cette fois, je ne laisserai pas ça se terminer comme les autres. Donnez-moi 3 semaines, dit-elle. S'il y a quelque chose, je le trouverai. Ces 21 jours ont été les plus longs de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté de Christian, souriais, versais du café, entretenais la façade de l'épouse parfaite tout en rassemblant secrètement les preuves qui me libéreraient. Le fait qu'il n'ait rien remarqué par un tremblement dans sa voix, par un non-regard, était plus éloquent que n'importe quel aveu. C'était la preuve que, pour lui, je n'avais jamais été une personne, juste une pièce décorative, un accessoire impeccable pour composer l'image qu'il voulait projeter. Jusqu'à ce qu'une nuit, j'entende la voix de Marcus venant du salon. Elle se comporte bizarrement ces derniers temps, tu ne trouves pas? Il ne savait pas que je me tenais juste derrière la porte, retenant mon souffle. Et mon cher mari, l'homme qui avait juré de m'aimer devant des dizaines de témoins, a ri avec mépris. Ça doit être hormonal. Vous savez comment les femmes deviennent. C'était son diagnostic après 3 ans de mariage. Pas de soucis. Pas de curiosité. Juste du dédain, comme si mes sentiments étaient une tempête passagère qu'il pouvait espérer surmonter. Je voulais y aller et montrer exactement à quel point je pouvais être hormonale. Mais je me suis retenue. Après tout, la patience était sur le point de devenir mon arme la plus efficace. Puis, un mardi matin, alors que Christian était censé s'entraîner avec Marcus, cette routine sacrée qui semblait maintenant être la couverture parfaite, Sarah a appelé. « Il faut qu'on parle, dit-elle. J'ai ce que tu as demandé. » Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle a glissé un dossier sur la table.
Les photos à l'intérieur ressemblaient à des coups de couteau. Et pourtant, il y avait quelque chose de presque libérateur à les voir, Christian et Marcus quittant un hôtel de Midtown, pas vraiment l'endroit idéal pour des réunions d'affaires à moins que l'accord ne porte sur des draps en soie. Une autre image les montrait dans un petit restaurant du centre-ville, les mains jointes sur la table, le visage détendu, désarmé. La vérité était là, imprimée sur du papier brillant. Christian Morrison, mon mari, et Marcus, son associé, ressemblaient exactement à ce qu'ils avaient toujours été et n'osaient jamais l'admettre. L'une des photos les montrait en train de s'embrasser par un bisou amical, mais un long baiser intime devant l'immeuble de Marcus, juste après minuit, la même nuit où Christian avait juré qu'il travaillait tard au bureau. Ça fait combien de temps? Ai-je demandé, les yeux fixés sur les preuves étalées sur la table comme un cruel jeu de cartes. Sarah n'a pas hésité. D'après ce que j'ai pu découvrir depuis l'université. Peut-être avant. Ils sont prudents mais prévisibles. Réservation d'hôtel au nom de Marcus. Des dîners pour deux, toujours dans des endroits où personne ne les reconnaîtrait. Elle fit une pause. Votre mari mène depuis longtemps cette double vie. Drôle. Je n'ai pas ressenti la fureur à laquelle je m'attendais. Juste un calme glacial, comme si le monde s'était enfin mis en place et le tableau complet était encore plus sombre que ce que j'avais imaginé. Christian ne m'avait pas seulement trahi. Il avait bâti tout un mariage pour protéger son secret. La vasectomie, les soupirs de compassion quand je parlais d'enfants, le contrat prénuptial soigneusement rédigé. Tout cela faisait partie de l'architecture du mensonge. Une illusion parfaite, conçue pour me laisser sans héritier, humilié et les mains vides lorsque tout s'effondrera. Mais il a commis une erreur. Vous m'avez sous-estimé. Je veux divorcer, ai-je dit un jeudi soir, debout sur le seuil de son bureau alors qu'il analysait les chiffres trimestriels. Il avait répété ces mots dans sa tête pendant des semaines. Mais quand ils sont sortis, ils étaient plus fermes que je ne l'aurais jamais imaginé. Christian n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. Pourquoi devrais-je me lever? Pour lui, je n'étais qu'un accessoire, pas une personne. Ne sois pas dramatique, Summer, dit-il sèchement. Ce qui te tracasse, on peut en parler comme des adultes. Il n'y a plus rien à dire, répondis-je. Il a fini. Je veux partir. Cela l'a fait arrêter. Finalement, il a levé les yeux, et derrière le masque de sang-froid, j'ai vu la lueur du calcul, la même expression qu'il a probablement utilisée lors de négociations à enjeu élevé. Sa voix était douce, répétée, convaincante. Ne prenons pas de décision hâtive. Le mariage demande du travail. Nous devons tous les deux faire plus d'efforts. Le rire qui m'échappa fut aigu, amer. À quand remonte la dernière fois que tu m'as touché, Christian? Ou m'a parlé de quelque chose de réel? À quand remonte la dernière fois où j'ai été votre femme et pas seulement un accessoire de créateur pour des photos d'entreprise? Il se releva lentement, faisant le tour de la table avec cette posture qui le faisait toujours paraître invincible. Mais pour la première fois, j'ai remarqué l'hésitation dans ses pas. La peur. Et que chaque mot sur mon infertilité était un écran de fumée pour dissimuler sa propre trahison. Ce n'est pas moi qui ai rompu notre accord, chérie. C'était toi. Le juge abaissa les papiers, ses doigts pressant les bords comme pour tenter de contenir la vague d'indignation qui débordait de son regard. La pièce entière semblait retenir son souffle. Même les journalistes assoiffés de sang restaient immobiles, leurs stylos flottant au-dessus de leurs bloc-notes. Monsieur Morrison, la voix du juge était un verdict en soi, faible et portant un poids que même les avocats de Christian ne pouvaient supporter. À moins d'avoir une explication très convaincante sur ces documents, je vous suggère de préparer votre client aux conséquences. Christian ne répondit pas. Non pas parce qu'il n'avait pas de mots, il avait toujours des mots, tranchants comme des lames, calculés pour trancher et dominer. Mais cette fois, ils ont échoué. Son silence était celui d'un homme qui, pour la première fois de sa vie, voyait le sol s'ouvrir sous ses pieds. Marcus, quant à lui, semblait avoir été creusé de l'intérieur, une poupée de chiffon abandonnée sur le banc des accusés. Je n'ai pas détourné le regard. Pas maintenant.
Pas quand le monde a enfin vu ce que j'avais enduré pendant des années, l'homme qui avait juré de m'aimer en me quittant pour un autre, qui me reprochait de ne pas lui avoir donné d'enfant tout en cachant la preuve qu'il n'en avait jamais voulu. Qui a transformé mon amour en prison et ma douleur en monnaie d'échange. Jennifer a posé sa main sur mon bras, un geste discret de soutien, mais je n'en ai pas eu besoin. Il n'était plus nécessaire de le sauver. J'étais la tempête maintenant. Votre honneur, a-t-elle poursuivi, sa voix coupant l'air comme une lame. En plus de la fraude émotionnelle et financière, il y a la question de la fraude. Mon client a été amené à signer un contrat prénuptial sur de fausses prémices. Monsieur Morrison a omis des informations cruciales sur sa capacité ou son incapacité à respecter les conditions qu'il a lui-même fixées. Cela invalide le document. Un murmure parcourut la pièce. Les avocats de Christian échangèrent des regards désespérés, feuilletant des dossiers comme si la réponse pouvait se cacher parmi des clauses qu'ils avaient eux-mêmes rédigées. Mais il n'y avait aucune issue. Pas cette fois. Le juge hocha lentement la tête, délibérément. Je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour une audience visant à annuler le contrat prénuptial. Son regard se tourna vers Christian, froid et implacable. Et, compte tenu de la nature de la preuve, je suis enclin à accorder à Madame Morrison une indemnisation importante pour le dommage causé. Christian a finalement bougé. Son visage était un masque de cire, ses lèvres formaient une ligne blanche. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Pas de moi, pas exactement. Mais depuis l'effondrement de tout, il avait bâti sur des mensonges. Ça ne restera pas comme ça, murmura-t-il, si bas que moi seul l'entendis. Sourire. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui tient enfin le couteau par le manche. C'est ça, Christian. Et pour la première fois depuis des années, chaque syllabe qui sortait de ma bouche était une vérité pure et indéniable. C'est fait. Madame Morrison, corrigea le plus âgé d'entre eux, son ton plein de déférence forcée qui sonnait comme du sable entre les dents. Le mot dame n'avait jamais eu autant de poids dans ces couloirs de marbre et d'égo. Notre préoccupation immédiate est la stabilité du fonds. Les clients sont nerveux. Nerveux. Quel euphémisme délicat pour terrifier. Arrêtez de courir vers les avocats avant que le prochain titre ne les entraîne dans la boue avec Christian et Marcus. Je comprends, répondis-je en croisant les mains sur la table en acajou que j'avais déjà entendu plus de mensonges que de vérités. Et ce qui m'inquiète, c'est que ce conseil d'administration semble plus intéressé à sauver sa peau que l'entreprise. Silence. Un de ces silences qui coupent comme une lame, où chaque respiration est un risque calculé. L'homme à ma gauche, un de ces cadres qui portait des costumes comme des armures et des sourires comme des boucliers, s'éclaircit la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez aucune expérience en matière de gestion d'actifs. Non, il n'y en avait pas. Mais j'ai suivi 3 ans de cours particuliers sur la manière dont un homme détruit tout ce qu'il touche, et cela, pour le moment, valait plus que n'importe quel MBA. C'est vrai, j'acceptais en penchant la tête comme pour réfléchir à ce point. Mais j'ai quelque chose que tu as perdu depuis longtemps, rien à perdre. J'ai tapoté doucement la tablette devant moi, là où les chiffres saignaient en rouge. Christian et Marcus ont construit cela avec avidité et mensonge. Je reconstruirai avec transparence. Et si vous n'aimez pas ça, sourit-il lentement et délibérément, c'est la porte. Personne n'a bougé. Parce qu'il savait. Il savait que sans moi, il n'y avait pas de fonds. Il n'y avait pas de clients. Il n'y avait qu'un interne et un bureau qui empestaient le désespoir. Très bien, a cédé le directeur plus âgé, ses doigts tambourinant contre la mallette en cuir. Que proposes-tu? C'était là. La première fissure dans le mur. Premièrement, ai-je commencé en faisant glisser une feuille au centre de la table, nous avons rompu les liens avec Deoka Capital. Marcus ne touche plus rien avec notre nom dessus. Un murmure parcourut la pièce. Deuxièmement, nous ouvrons les livres. Pleinement. Audit indépendant, rapport public, tout. Les clients ne font plus confiance au secret désormais, ils s'appuient sur des preuves. J'ai fait une pause, laissant le poids des mots s'installer. Et troisièmement, ici,
j'ai laissé mon regard parcourir chacun d'eux, froid et précis comme un scalpel. Vous apprendrez à travailler avec moi, pas contre moi. L'homme au costume coûteux ouvrit la bouche, mais la referma avant qu'aucune objection ne puisse s'exprimer. Parce qu'il a vu ce que les autres commençaient à voir, je n'étais pas la femme trompée. Je n'étais pas la victime. C'était la belette en liberté dans le poulailler. Et, pour la première fois de ma vie, c'est moi qui avais les clés du poulailler. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où j'étais censée être. Pas aux côtés d'un homme qui m'a sous-estimé, mais responsable de mon propre destin. Nous apprécions votre enthousiasme, a déclaré l'un des membres du conseil d'administration, avec ce ton prudent et paternaliste que seuls les cadres bien formés maîtrisent. Mais diriger une entreprise d'investissement nécessite des connaissances spécialisées, une expérience qui... Tu as tout à fait raison, répondis-je avec un sourire si aigu qu'il faisait presque couler le sang dans l'air. C'est pourquoi je fais appel à des consultants et conseillers de premier ordre pour la transition. Mes doigts tambourinaient légèrement sur la table, marquant le rythme de ma phrase suivante. Mais soyez clairs, je ne m'en vais pas. Cette entreprise est la mienne maintenant. Reconstruire Morrison Investment Group ou plutôt ce qu'il en restait revenait à opérer d'urgence sur un patient qui saignait sur la table. Chaque jour apportait une nouvelle crise, les clients menaçaient de retirer leurs factures, les employés chuchotaient au sujet des licenciements, les concurrents tournaient comme des vautours, prêts à dévorer les restes. Mais j'avais quelque chose que Christian n'avait jamais eu. Il maîtrisait les feuilles de calcul et les projections de marché. J'ai dominé les gens. Des années passées à organiser des événements, à gérer mes égos et à déchiffrer le non-dit m'ont appris à lire entre les lignes, à jauger les intentions et à comprendre ce que les gens voulaient vraiment, pas seulement ce qu'ils disaient. Ces instincts autrefois sous-évalués se sont révélés inestimables en l'affaire. Mon premier geste a été symbolique mais essentiel, le rebranding. Morrison Investment Group a cessé d'exister. À sa place est venu Meridian Capital Partners, un nom clair pour une nouvelle ère, libérée de la tâche du scandale et de la trahison. J'ai embauché une équipe de gestion de crise au top, une agence marketing pointue et surtout, j'ai recruté un PDG capable de reconstruire la confiance que Christian avait détruite. Rebecca Torres. Rebecca était tout ce que je ne devrais pas être, une directrice financière avec 15 ans d'expérience à sauver des entreprises du bord de l'effondrement. Elle avait gagné sa place dans un domaine dominé par des hommes qui la sous-estimaient systématiquement. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle m'a fait face de l'autre côté de la table de conférence, les bras croisés, en train d'évaluer. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il directement. « Parce que tu sais ce que c'est que d'entrer dans une pièce pleine d'hommes qui ne pensent pas que tu y es à ta place, répondis-je sans détour. Et parce que, lorsque j'ai étudié votre parcours, j'ai réalisé que vous étiez exactement le genre de leader que Christian n'aurait jamais choisi. Un lent sourire complice se forma sur ses lèvres. Alors construisons quelque chose qui nous survivra à tous les deux. Dit-elle. C'est ainsi qu'est né Meridian Capital Partners. Non pas par désir de pouvoir ou par cupidité, mais par les cendres de la trahison, reconstruites par des femmes trop longtemps sous-estimées. Voulez-vous prouver que l'entreprise peut survivre sans lui? Rebecca m'a demandé une fois. Non, corrigez-moi. Je veux prouver qu'on peut mieux s'épanouir sans lui. Les 6 premiers mois ont mis à l'épreuve chaque once de cette conviction. Nous avons perdu près de 40% de nos clients, avons dû supprimer un tiers de notre équipe et avons été confrontés à des turbulences financières qui pourraient faire transpirer même les analystes les plus expérimentés. Il y avait des soirs où je regardais des feuilles de calcul et me demandais en silence si Christian avait raison, si je m'étais surestimé, si j'avais dépassé mes limites. Mais petit à petit, le vent a commencé à tourner. De nouveaux clients ont commencé à apparaître. Des investisseurs audacieux, attirés non seulement par les chiffres, mais aussi par l'histoire, une entreprise qui renaît de ses cendres, reconstruite sur l'honnêteté et la responsabilité. Nous acceptons cela. Nous nous positionnons comme un modèle de transparence et d'éthique, dirigé par des femmes qui connaissent personnellement le prix du mensonge. Ce n'était pas seulement du marketing. C'était la vérité. Et les gens ont répondu. Meridian Capital Partners a commencé à décoller. 8 mois après la finalisation du divorce, Marcus a appelé.
D'une manière ou d'une autre, il a réussi à passer la réception et m'a rattrapé lors d'une de ces nuits tardives où le bureau était vide, à l'exception du bourdonnement des lumières de la ville et du poids des rapports trimestriels sur mon bureau. Summer, commença-t-il, la voix pleine de regret. Je voulais m'excuser. Je n'ai jamais eu l'intention que tu sois blessé par tout ça, astérisque. J'ai posé le stylo sur la table et me suis penché en arrière sur ma chaise, l'épuisement et la clarté m'envahissant à doses égales. Mais tu savais que j'allais être blessé, répondis-je calmement. Je savais que Christian m'avait épousé sur de fausses prémices. Je connaissais la vasectomie. Je savais qu'il avait prévu de faire de moi le bouc émissaire lorsque tout s'effondrerait. Une pause. Et pourtant, tu étais complice, astérisque. Le silence à l'autre bout du fil fumant, lourd, empli d'une culpabilité inexprimée. Marcus n'a pas discuté. Il ne s'est pas défendu. Ce silence était une réponse suffisante. Je l'aime astérisque, dit-il doucement, comme si ces 3 mots pouvaient effacer des années de tromperie. Comme si l'amour était une excuse et non une arme. Je sais que tu l'aimes, répondis-je d'une voix calme mais glaciale. Mais l'amour ne justifie pas la cruauté, Marcus. Ce que vous et Christian avez fait n'était pas une erreur. Cela a été calculé. C'était des choix délibérés, faits pour me détruire par commodité, astérisque. Il est resté si longtemps silencieux que j'ai cru qu'il avait raccroché. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était rauque. Pour ce que ça vaut. Je pense que Christian t'a sous-estimé dès le début. Il a vu ce qu'il voulait voir, une femme qu'il pouvait façonner, contrôler. Tu n'as jamais réalisé à quel point tu es vraiment fort. Non, j'ai accepté, doucement. Il n'a pas remarqué. C'était sa plus grosse erreur, astérisque. 2 ans après le divorce, Meridian Capital Partners n'était pas seulement debout, elle volait. Notre clientèle a triplé, nos bénéfices ont atteint des records et de nouveaux bureaux à Chicago et Los Angeles nous ont transformés en une présence nationale. Rebecca a fait la couverture du Financial Weekly, célébrée comme l'une des femmes les plus influentes du secteur financier. Mais ma victoire personnelle est survenue un mardi ordinaire, lorsque mon assistant a annoncé, sur un ton d'excitation à peine dissimulé. Madame Morrison, il y a un monsieur David Chen ici pour vous voir. Il dit qu'il s'agit d'une opportunité commerciale que vous trouverez très intéressante. Il s'est avéré que David Chen était le frère de Sarah Chen, la détective privée qui m'avait aidé à démanteler les mensonges de Christian. Contrairement à sa sœur, David s'est spécialisé dans les acquisitions d'entreprises. Son travail consistait à racheter les entreprises en faillite et à les revendre avec profit à un requin qui se nourrissait de leurs faiblesses. Je pense que vous voudrez y jeter un œil astérisque, dit-il en faisant glisser un dossier sur mon bureau. Il y avait une lueur de satisfaction presque imperceptible dans ses yeux. Ouvrez le dossier. Le voilà, Morrison Investment Group, officiellement à vendre. Les chiffres racontaient l'histoire. Une entreprise hémorragique, sans investisseurs, à la réputation en lambeaux. Le prix demandé? 12 millions. Compte tenu des actifs et des contrats restants, expliqua David en se penchant légèrement en avant, c'est une affaire solide pour quelqu'un qui sait reconstruire une marque brisée, astérisque. 12 millions. Une somme dérisoire comparée à ce que j'avais accumulé depuis le règlement du divorce. Et pourtant inestimable pour ce qu'il représentait, le dernier jeu d'un jeu auquel Christian ne savait pas qu'il jouait. David se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire malicieux s'étalant sur son visage. Oh, et encore une chose. Ils n'ont aucune idée de qui est l'acheteur. Je lui rendis son sourire. Et puis, avec un calme que seuls ceux qui ont déjà gagné savent avoir, j'ai pris la plume. Le sourire était vif, calculé. Parfait, dit-il tandis que la plume grattait le papier avec une finalité presque cérémoniale. Gardons ça comme ça. David croisa les bras, d'un ton bas et stratégique. Je les représentais à travers une société écran. Pour eux, ce n'est rien d'autre qu'un groupe d'investisseurs anonymes. L'image qui s'est formée dans mon esprit le visage de Christian lorsqu'il a découvert qui avait en fait acheté son bijou, son héritage était si délicieuse qu'elle m'a presque fait rire. Presque. L'affaire s'est conclue sans le moindre accroc,
plus rapidement et plus proprement que tous les mensonges que Christian avait jamais racontés. Morrison Investment Group est officiellement devenu une filiale de Meridian Capital Partners, engloutie par l'empire que j'avais bâti sur les décombres qu'il avait laissés derrière lui. Et lorsque le dernier document a été signé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années, une véritable clôture. Mieux qu'une thérapie. Mieux que la vengeance. C'était une justice silencieuse, celle qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Christian a appelé le jour où la vente a été annoncée publiquement. Je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, regardant la ville scintiller en contrebas lorsque son nom a clignoté sur l'écran du téléphone. Pendant un moment, j'ai pensé à l'ignorer. Mais la curiosité, cette délicieuse traîtresse, était plus forte. Répondu. Était. Sa voix était creuse, dépouillée de ces tons répétés qui couvraient tout auparavant. Je viens de découvrir qui a acheté l'entreprise. Félicitations pour la vente, répondis-je en gardant un ton léger. Professionnel. J'ai entendu dire que tu avais obtenu un bon prix, compte tenu de tout. Pourquoi? Le mot sortit de lui comme une coupure, crue et déchiquetée. Tu m'as déjà tout pris. Pourquoi ça aussi? Je ne t'ai rien pris, Christian, dis-je doucement en m'asseyant sur ma chaise, centrée, imperturbable. J'ai juste arrêté de te laisser me le prendre. Il avait bâti cette entreprise pendant notre mariage. Bien commun. La moitié était toujours la mienne. Maintenant, tout était à moi. Équitable. Image par image. Tu ne comprends pas ce que cette compagnie signifiait pour moi, dit-il d'une voix tremblante, la colère laissant place à quelque chose comme le désespoir. Oh, je comprends parfaitement, répondis-je sèchement. C'était ta validation, ta preuve de réussite, ton héritage. De la même manière que notre mariage était censé me définir, sauf que tu as essayé de détruire le mien tout en construisant le tien sur des mensonges. Maintenant, je reconstruis ce qui reste du tien sur la vérité. Le silence à l'autre bout du fil fut si long que j'ai cru qu'il avait accroché. Jusqu'à ce que finalement il demande, presque à voix basse. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Transformez-le en quelque chose qui n'a pas besoin de fraude pour survivre. L'intégration de Morrison dans Meridian a nécessité 6 mois de travail minutieux. Nous avons conservé les meilleurs employés, des clients de confiance et la solide structure financière qui avait autrefois assuré la viabilité de l'entreprise. Le reste, l'arrogance, la culture toxique, la vieille garde qui avait prospéré sous le règne de Christian a été démantelée morceau par morceau, comme une tumeur excisée. Mais la véritable surprise est venue lorsque j'ai fouillé les dossiers financiers. L'homme qui avait autrefois commandé des millions, qui se croyait intouchable, était au bord de la faillite. Se noyer sous les dettes, liquider ses actifs pour rester à flot. Votre réputation? Radioactif. Personne sur le marché n'osait s'associer avec lui. Les mêmes collègues qui auparavant s'inclinaient à ses pieds traversaient désormais la rue pour ne pas être vus à ses côtés. Marcus, toujours le survivant, s'en était un peu mieux sorti. Il avait accepté un modeste emploi de consultant après avoir pris ses distances avec Christian lors du scandale. Mais leurs jours de richesse et d'influence étaient révolus, tout comme l'illusion de contrôle qui avait défini leur vie. Pendant ce temps, j'étais dans mon bureau regardant l'horizon qui n'était autrefois qu'un rêve lointain, et j'ai compris quelque chose de simple mais profond, la justice n'est pas toujours un trophée affiché en fanfare. Parfois, il s'agit simplement de la tranquille satisfaction de voir le monde s'adapter alors que vous avancez enfin en paix. Marcus avait déménagé en Californie, ouvert un petit cabinet de conseil et essayait de reconstruire une version plus discrète de son ancienne vie. Un choix judicieux, après tout. Ses jugements et ses alliances ont toujours été son talon d'Achille. Quant à moi, il s'est épanoui de toutes les manières qui semblaient impossibles auparavant. Le Penthouse, autrefois cage dorée, était devenu mon refuge. Mes entreprises généraient plus de bénéfices que Christian ne l'aurait jamais imaginé. Et pour la première fois depuis des années, je respirais sans attendre le prochain coup de couteau dans le dos. Mais la vie, comme toujours, a décidé que mon histoire n'était pas encore terminée. C'était lors d'un événement caritatif,
un de ceux qui brillent de fausset dans la haute société, où je m'étais autrefois tenu en silence à côté de Christian, souriant à l'ordre. Mais cette fois, j'étais là pour moi. Et c'est alors que j'ai rencontré le docteur James Mitchell, le chirurgien pédiatrique à Mount Sinai, récemment divorcé, avec des yeux qui portaient le poids tranquille de quelqu'un qui a vu trop de souffrance pour être impressionné par l'argent ou les titres. Alors, c'est vous qui avez fait tomber le Morrison Investment Group, dit-il, plus par curiosité que par accusation. Je suis la femme qui a survécu à Morrison Investment Group, corrigeai-je avec un petit sourire. Y a-t-il une différence? Il m'a étudié pendant un moment, ses yeux gris perçants mais compatissants. Je l'imagine. Cela a dû exiger une force extraordinaire. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un reconnaissait ce que j'avais enduré, pas seulement ce que j'avais accompli. La plupart ont vu le pantouse, les gros titres, le succès pas les ruines que j'avais traversées en rampant pour y arriver. Mais James l'a vu. Il a vu la personne, pas la performance. Nous avons fini par discuter pendant 3 heures après la fin de l'événement officiel, bien après la disparition des autres invités. Il m'a parlé de son travail, des longues heures de travail, de la pression de tenir la vie des enfants entre ses mains et du mariage qui s'était effondré sous ce poids. Je lui ai parlé de la reconstruction d'une entreprise née d'une trahison, de ce que c'était de douter de chacun de ses instincts jusqu'à ce que l'on apprenne à nouveau à leur faire confiance. Lorsque l'équipe a commencé à rassembler les tables, il a demandé: « Voudrais-tu dîner un jour? Un endroit calme, où l'on peut parler sans que le public fasse semblant de ne pas entendre. » Pendant une seconde, j'ai failli dire non. Après Christian, l'idée de laisser à nouveau n'importe quel homme près d'elle ressemblait à subir une opération cardiaque sans anesthésie. Mais il y avait quelque chose de différent chez James. Sa sincérité était sans précédent. C'était ferme. Réel. Conquis. Il faut que je vous prévienne, dis-je mi-plaisantant, mi-sérieux. Je viens avec des bagages, un scandale public, des problèmes de confiance, un ex-mari qui traitait le mariage comme une transaction commerciale et une habitude de vérifier ses antécédents avant le 2e rendez-vous. Il sourit. Pas ce sourire poli de quelqu'un qui exerce son charme devant le miroir, mais quelque chose d'authentique. Ouvrir. Humain. Super, répondit-il, prends-le. De cette façon, tu me verras venir. Puis, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri. Pas le rire fragile avec lequel il masquait la douleur, mais quelque chose d'honnête. Quelque chose qui ressemblait au début d'une nouvelle histoire. On ne s'est pas construit sur la vengeance ou la survie, mais sur la paix. J'ai des tâches d'urgence, admit James avec un sourire timide. Un costume au travail pendant 12 heures d'affilée. Et une ex-femme qui dit à qui veut l'entendre que j'ai choisi sa carrière plutôt qu'elle. Vous voulez comparer les bagages au dîner du vendredi? Je me suis retrouvée à sourire en retour. En vérité. Pour la première fois depuis toujours. Ça a l'air parfait, répondis-je. Puis, pour la première fois, ça l'était. Plus tard, je me suis retrouvée immobile dans la salle de bain de mon pantouse, les doigts agrippés à un test de grossesse aux 2 lignes roses qui ne laissait aucune place au doute. Le monde semblait tourner alors que des émotions contradictoires s'affrontaient en moi, l'incrédulité, la peur, la joie si intense que ça faisait mal. Après des années où on m'a traitée de défectueuse, où on m'a dit au tribunal que mon corps était incapable, après qu'un mari m'a privé même de la possibilité de choisir, voici la preuve que la vie, dans sa cruelle et belle ironie, avait d'autres projets. James et moi avions fait attention. Méthodique. Notre relation s'était épanouie lentement, ancrée dans une honnêteté que je n'avais jamais connue auparavant. Il n'a jamais forcé, n'a jamais rivalisé, il a juste écouté quand j'ai avoué un soir que je voudrais peut-être être mère un jour. Votre réponse? Un sourire calme et un « Quand tu seras prêt, je serai là. » Eh bien alors? La vie, semble-t-il, était pressée. Était? Sa voix, venant de la pièce, était un refuge. Si ferme que j'en ai presque fait douter de ce que j'avais vu entre mes propres mains. J'ai ouvert la porte, tenant toujours le test, à moitié convaincu que ce n'était qu'un rêve dont je me réveillerais à tout moment. Ses yeux allèrent de mon visage à mes mains tremblantes, puis de nouveau à moi.
L'inquiétude initiale s'est dissipée, remplacée par quelque chose de plus profond. Stupéfaction? Bonheur? Quelque chose qui m'a fait brûler la poitrine. Tu es? Il a commencé, mais s'est arrêté, me laissant de l'espace pour trouver les mots. Je suis enceinte, murmurai-je enfin, la phrase sortant fragile, en même temps, chargée d'un poids sacré. Après tout, après Christian, après tous les mensonges. Je suis enceinte. En 2 pas, il fut à mes côtés, m'enveloppant dans ses bras avec une douceur qui me déchira presque. Ce n'étaient pas des bras qui me tenaient, mais qui me soutenaient. Comment vous sentez-vous? Demanda-t-il doucement, comme s'il avait peur de gâcher l'instant. Terrifié, ai-je avoué en riant à travers les larmes qui coulaient déjà. Et euphorique. Et, vengé, en quelque sorte. Comme si l'univers avait gardé cette blague rien que pour moi, à l'instant précis. Il sourit contre mes cheveux, sa voix étant un murmure confiant. Donc je pense que l'univers a bien compris pour une fois. Et il a bien compris. Quand Emma Rose Mitchell est née un matin enneigé de février, pesant 7 livres, avec une crinière de cheveux noirs et le menton têtu de son père, j'ai finalement compris ce que c'était que de gagner. Ce n'était pas dans les relevés bancaires, ni dans les décisions de justice, ni dans le plaisir morbide de voir l'empire de Christian s'effondrer sous son propre poison. La vraie victoire, c'était ce petit être parfait dans mes bras, la preuve que j'avais survécu à tout ce qui avait tenté de me détruire et que j'en étais ressorti non seulement intact, mais plus fort, plus sage, capable d'un amour qu'aucune trahison ne pourrait jamais ternir. 6 mois plus tard, alors qu'Emma dormait dans son berceau, James s'agenouillait dans le jardin du Penthouse, non pas avec un diamant scintillant ni un spectacle pour les réseaux, mais avec une simple alliance en or, un héritage de sa grand-mère, et la promesse de passer sa vie en étant digne de la confiance que j'avais finalement choisi de lui accorder. Nous nous sommes mariés sur place, parmi les fleurs et les quelques âmes qui restaient lorsque mon monde s'est effondré. Pas de faste. Aucune prestation. Juste nous, et la certitude que, cette fois, c'était pour de bon. Christian et Marcus, bien entendu, n'ont pas reçu d'invitation. J'ai appris, quelque temps plus tard, qu'ils s'étaient installés à Portland. Marcus dirige un petit cabinet de conseil, Christian, ironiquement, en tant qu'analyste moyen dans une société obscure. Ils vivaient ensemble ouvertement, mais leur réputation était depuis longtemps grise. Et si vous êtes sincère? Je te souhaite la paix. Parce que la plus douce vengeance n'est pas la ruine des autres, mais son propre bonheur, et le mien, mon Dieu, était abondant. Si cette histoire vous parle, rappelez-vous, les cicatrices ne définissent pas l'avenir. Ils prouvent simplement que vous avez survécu assez longtemps pour le mériter.